Razorback Media yinu تلفزيون مني هاريماي انترنت نعم هاريماي شبكة العنكبوتية Razorback Media, la télévision comorienne sur le web. Razorback Media, la chaîne comorienne de l'événementiel. Il faut savoir que dans le temps, on disait que le tourisme existait au temps de Galawa. Pourquoi? Parce que nous avions ce grand hôtel qui était là et qui faisait en même temps la promotion de notre pays au niveau international. Le Galawa est parti, Emirates qui desservait les Comores en cette période-là est parti également. Donc nous avions connu une crise énorme pendant la période et il fallait que ça soit un groupe du secteur public et le secteur privé ensemble en collaboration pour travailler d'arrache-pied pour que l'on puisse refaire renaître le tourisme dans notre pays. Donc après cela, nous avons pensé mettre en place l'Office national du tourisme. Nous avons pensé également à élaborer la loi sur le tourisme, une loi de 2012. Et d'autres aussi, il y a eu aussi des hôtels qui se sont installés jusqu'à aujourd'hui. Donc la vision que nous avons aujourd'hui, la vision du gouvernement, c'est de faire du secteur un hub touristique à l'horizon 2030. Alors, moi je sais que, étant dans le secteur pendant des années, c'est que vous, en tant que public, ne voyez pas, mais moi je sais qu'il y a une progression du secteur tourisme. Pourquoi? Parce que cette progression est visible à partir des chiffres. Il faut dire par exemple qu'en 2015, on a eu 23 614 arrivées touristiques, avec une capacité hôtelière de à peu près 1090 lits. Et il y a eu cette augmentation existe jusqu'aujourd'hui. Nous avons au niveau du flux touristique, des arrivées touristiques, une augmentation chaque année, et ainsi qu'au niveau des recettes touristiques également. Aujourd'hui, le gouvernement, pour parler un peu avec le secteur privé, il a mis en place des projets qui sont liés au secteur privé, notamment le concours plan d'affaires, un secteur qui a accordé, un projet qui a accordé 15 entrepreneurs et coopératives avec un appui financier à hauteur de 150 millions. C'était l'année dernière avec la première cohorte. Et cette année, on a eu 23 entreprises dans le secteur et coopératives qui ont reçu environ 400 millions dans le secteur tourisme. Donc au total, nous avons 600 millions qui ont été accordés en 2 ans pour espérer générer 200 emplois supplémentaires. Donc à cela, je pense qu'il faut parler également d'état actuel du tourisme. J'ai parlé un peu de l'histoire, je voudrais parler aussi de l'état actuel du tourisme. Donc, moi je dirais, étant dans le secteur depuis des années, je peux dire qu'il y a eu des avancées énormes, même si le pays ne le sent pas. Pourquoi? Parce que il y a eu déjà la création de l'Office national du tourisme. Il y a eu aussi l'élaboration de la loi sur le tourisme. Il y a eu également l'adhésion du secteur à l'Organisation mondiale du tourisme. Il y a eu aussi l'élaboration de la stratégie nationale du tourisme. Nous avons aussi la stratégie marketing touristique également. Il y a aussi le code du tourisme qui vient réactualiser la loi de 2012. Et également des projets qui sont en cours avec le projet PIDC de la Banque mondiale, le projet cadre intégré renforcé. Donc au niveau de ces projets-là, des activités sont en cours de réalisation. Ces activités-là sont quoi? Nous avons un projet sur l'aménagement des sites touristiques, des sites et accès touristiques.
projet pour l'élaboration d'un catalogue sur les sites d'investissement que nous travaillons avec l'Agence nationale pour les investissements. Nous avons aussi un projet nous avons aussi un projet avec la Banque mondiale, également, toujours dans le même projet. Nous avons l'élaboration de la stratégie, nous avons aussi l'aménagement des sites touristiques. Nous avons également d'autres projets qui vont aider à la hausse des arrivées touristiques au niveau de notre pays. Nous avons également eu la tenue des assises sur le tourisme durable et responsable il y a de cela une année. Nous avons également l'hôtel Galawa qui est en construction, un hôtel de 110 chambres avec un villa présidentiel pour un montant d'investissement de 56 millions. Nous avons aussi les croisières qui démarrent actuellement. Cette année, nous avons eu 2 croisières et nous aurons un 3e vers la fin de l'année. Nous avons également une promotion qui est en progression grâce aux différents intervenants et soutien de la Banque mondiale, également du projet cadre intégré et des projets de construction d'hôtels qui sont en cours de développement, en cours d'études, et d'ailleurs que le ministre allait présenter ça en conseil de ministres aujourd'hui. Donc il y a toutes ces avancées-là au niveau du secteur du tourisme. Je vais continuer aussi pour parler aussi des défis, puisque même si aujourd'hui il y a eu des progressions, mais il y a aussi des défis à relever. Les défis sont d'ordre, institutionnel, puisque nous devons penser à la création d'une école hôtelière au niveau national. Ça, c'est un défi à relever. Nous avons aussi pensé à la création des crédits hôteliers touristiques. Nous avons aussi comme défi l'adhésion des Comores et surtout de l'Office national du tourisme à l'IATA pour accéder au BSP. Nous avons aussi comme défi avoir des vols réguliers et à coût moindre, puisque c'est le grand problème que nous avons au niveau des arrivées touristiques. La représentation des offices du tourisme à l'extérieur, la mise en valeur du patrimoine culturel également, ainsi que le développement des activités de loisirs. Donc, ce sont les défis qu'il faut relever. Nous avons également des opportunités. Alors, les opportunités, nous avons la chance d'être un secteur transversal, un secteur qui est lié à d'autres secteurs d'activité. Donc, nous avons la chance d'avoir ces opportunités à partir de ces secteurs-là. Comme opportunité, il y a un projet de la Banque mondiale qui est en train de développer les petits ports de plaisance au niveau national. Nous avons aussi comme opportunité le ramassage et traitement des déchets et également l'aménagement des petits ports, l'aménagement des sites touristiques par le projet RELAP 2, également l'aménagement des routes rurales par le projet PIDC, le programme Pacte vert de l'Union européenne avec l'aménagement des zones protégées également. Et puis nous avons aussi comme opportunité la présidence de l'Union africaine qui nous permet aussi de faire une bonne promotion de notre pays au niveau de l'Afrique. Un mot pour l'ANPI, notamment sa directrice, de nous avoir offert cette belle tribune d'affaires pour la promotion de l'économie globale du pays. Al-Kamarlot, c'est l'aventure de 4 amis
4 amis qui ont quelque chose en commun, parce que les 4 sont avocats, 3 Européens et un Comorien de moi. Alkamar Lodge est donc établi dans la belle partie balnéaire des Comores, la région phare de la bonne plage des Comores, de la Grande Comore en particulier, la région Boudé-Nitsaméouli. J'aime bien l'introduction de M. Chad qui parle de l'hôtellerie rurale. Oui, vous avez raison. Alkamar Lodge est une idée qui a fait sa préférence, qui a eu sa préférence dans le rural, par opposition à l'hôtel citadine, à l'hôtel de ville, les hôtels des capitaux. C'est un choix complexe, difficile, une aventure que nous commençons à la fois à ressentir les avantages et les grandes difficultés. Les avantages, pour aller si vite, c'est que Alkamar Lodge a constitué un petit rayonnement de notre pays, et en particulier de notre belle région de Nitsaméouli-Boudé. Un rayonnement parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent profiter de la partie balnéaire, qui voudraient partager un verre après les plages, ils descendent d'Alkamar Lodge. Donc c'est un point de chute qui est assez sympathique. Autre avantage, c'est que à l'ouverture, avec 54 employés, dont 3 étrangers ou venant de l'étranger, et le reste venant du pays, aujourd'hui à 30 personnes, un personnel, comme l'a si bien dit Madame la directrice, qu'on a eu du mal à former, puisque notre tourisme est un tourisme, notre clientèle plutôt est une clientèle très exigeante, et que nous n'avons pas le personnel approprié. Et je remercie l'idée avancée ici de la nécessité d'une école de formation touristique. Parce que nous en prenons plein la gueule dans les critiques des clients très exigeants pour le service de l'hôtel. Autre chose, c'est que à l'ouverture, pour aller si vite de l'hôtel, nous étions partis avec un départ de 20 chambres et aujourd'hui, à 20 suites et 10 chambres. C'est un hôtel équipé d'une grande piscine de 25 mètres à débordement avec un lagon naturel construit en pleine mer, des plages et des espaces publics qui donnent ou qui offrent un accueil pour les gens qui veulent bien se reposer. À l'ouverture de l'été, Inch'Allah, nous allons inaugurer le fameux rooftop, un lieu de détente pour les soirs, les soirées. C'est quelque chose qui est très prisé actuellement dans le monde, la détente en rooftop, qui va être inaugurée à l'ouverture, à l'arrivée de nos frères et sœurs de l'étranger, des Comores. Il y a aussi l'ouverture d'un dancing, mais malheureusement réservé uniquement aux gens qui se logent à Alkamar Lodge et donc qui ne sera pas ouvert aux gens de l'extérieur. Il y a bien entendu des petites plages. Le défi que nous allons relever dans les années à venir, dans 2 ans, Inch'Allah, c'est la création d'un golf que sur la pavé, c'est mon grand frère Saïd Ibrahim, ici présent, qui va ouvrir bientôt son hôtel aussi,
l'hôtel Saïd Ibrahim Shamsi Sagaf, qui sont nos voisins immédiats et qui aussi n'ont pas encore réussi à réaliser le terrain de golf. C'est parce que l'espace n'est pas encore suffisant. Et nous espérons que Saïd Ibrahim nous donnera cet espace parce qu'il est venu à l'avoir à côté de chez nous. Nous voudrions aussi, dans le même ordre d'idées, réaliser donc ce qui nous manque dans cette région nord de Mitsanoli, une salle de grande conférence, une salle de spectacle. Ça, ce sont les deux idées qui nous restent à réaliser pour compléter Al-Kamar Lodge. Nous avons fait l'acquisition à Mouéli avec 2 plages à l'heure actuelle que nous comptons répéter l'idée Al-Kamar Lodge dans la partie Machoua à Mouéli. À l'heure actuelle, les projets sont déjà en cours. Alors maintenant, je me retourne vers Madame la directrice pour ce que disait Chad tout à l'heure. C'est bien beau de faire tout ça, mais nous commençons à ramer. Nous ramons parce que nous rencontrons des difficultés le plus souvent qui sont complètement indépendantes de notre volonté. Récemment, nous avons reçu le sous-secrétaire d'État américain et une équipe de 15 Américains à l'hôtel, et on a beaucoup souffert de l'énergie et de l'électricité. Et ils ont failli interrompre le séjour, Madame la directrice. Des hautes personnalités internationales ont failli interrompre avec la peur de la sécurité et la difficulté de l'électricité. Le temps pour nous d'aller allumer le groupe 2, notre groupe à nous, de secours, ça veut créer un problème. Alors nous, on demande à ce qui est de temps en temps, même s'il y a un problème d'énergie dans tous les pays, mais qu'il y ait une préférence aussi pour les atolls qui accueillent des gens de cette carrure qui nous reviennent du monde et pour préserver la bonne image du pays. Je souligne au passage les difficultés, on ne peut pas les souligner ici. Elles sont énormes. Énormes. Et je dirais que multiplier les hôtels, c'est bien, mais je pense qu'il faut prendre soin déjà de l'existant. Prendre soin de l'existant, c'est donner encore de la valeur au peu qu'il y a pour pouvoir attirer ce qui arrive. Parce que lorsqu'on a un taux de remplissage avec des investissements de plus de 3 milliards de francs comoriens et qu'on a un remplissage de 7% à l'année, je pense que c'est, sauf peut-être ne jamais investir dans le rural et ne pas prendre le risque d'investir en dehors des grandes villes, mais je pense qu'il y a un travail à faire pour encourager le vrai tourisme. Je m'arrête là et je remercie encore Madame la directrice et l'ANPI pour cette belle tribune pour l'économie du pays. Merci. De 2018, il y a eu la création des aéroports des Comores, une société anonyme. C'est la fusion de l'aéroport de Badar Salam, aéroport de Dohani et aéroport Moroni Prince Saïd Ibrahim. Qu'on a comme mission tout d'abord d'assurer l'exploitation, l'aménagement et l'exploitation aéroportuaire et aussi de développer toute activité industrielle. En 2021-2022, on a pu faire l'expansion, départ, permettant surtout de satisfaire nos clients principaux, notamment les passagers et les compagnies.
compagnies aériennes. Et aussi, en ce moment, on a aussi des travaux, des chantiers qui sont en cours côté arrivée. Ce chantier-là permettra aussi de faciliter, de satisfaire aussi nos clients. Sur des chiffres. Des chiffres. Pardon? Des chiffres. Des chiffres? Oui, des chiffres. Sur quoi exactement? Quand vous avez parlé d'extension. Sur les capacités, sur les capacités de. Sur quoi exactement? Les chiffres, les investissements. Oui, bien sûr. Ok. Bon, ce chantier-là, chantier arrivé, l'extension arrivée, on a un chantier de 250 millions. 250 millions de francs comoriens. Fonds propres ou fonds propres, oui. Fonds propres. Parce que vous êtes une société anonyme maintenant. Oui, non, mais c'est une société anonyme. On a C'est pas l'actionnaire, c'est l'État. C'est l'État, oui. Exactement. Avant, c'était un établissement public. C'est le nom qui a changé, mais c'est toujours l'État, l'actionnaire principal. Et que c'est à 250 millions, c'est bon pour les chiffres. Ça permettra aussi de satisfaire surtout les clients, les passagers, et surtout les compagnies aériennes. Et aussi, parce que comme on le sait, l'aéroport c'est la vitrine du pays. Du coup, c'est vraiment à nous d'essayer d'aménager, d'essayer de donner, essayer de mettre aussi toutes ces infrastructures toutes les compagnies, permettra aussi tout le monde d'être satisfait, parce que sans cela, sans ces infrastructures, on n'aura pas d'aéroport. Du coup, c'est notre projet principal d'essayer d'aménager tous ces espaces. Et aussi, il n'y a pas que les aérogares, mais on a aussi les projets de clôture. On a commencé par en juin, on a pratiquement à Moélie, on a fini la clôture de Moélie. Même s'il y a eu des petits soucis par rapport aux riverains, parce qu'il y a ce problème des riverains, il y a des gens qui veulent s'approprier les terrains de l'aéroport. Et c'est un problème pour toutes les foncier, c'est un problème national, le foncier. Oui, c'est tout un problème, parce que si on n'arrive pas à se sensibiliser en ce sens, on n'aura pas un aéroport de sécurité et ça va causer beaucoup de problèmes. Et aussi, du coup, on a presque fini de la clôture de Moélie. La clôture d'Anjouan, c'est à 95% maintenant. Et il y a le projet de la clôture de Moroni, de l'aéroport Moroni-Pressaï-Desbrayens. Du coup, c'est ce qui fait qu'on essaie de se projeter, de sécuriser surtout les infrastructures et aussi de satisfaire aussi nos clients qui sont les clients, les compagnies et les passagers, mais aussi les usagers, hein, parce que les usagers aussi sont nos clients. Merci. Merci madame. Donc si j'ai bien compris, vous êtes dans le cadre de la certification de l'aéroport. Pardon? Vous êtes dans le cadre de la certification pas que la certification, mais la sécurisation surtout de l'aéroport, des biens et de tout en fait, de tout, parce qu'il y a les biens et il y a les services. Du coup, il y a la certification certes, mais il y a la sécurisation qui est c'est la clé de l'aviation, de l'aviation. Il faut sécuriser, il faut la sécurisation et il faut la sûreté et la sécurité. Du coup, nous, on est en ce sens de sécuriser tous les biens et aussi les L'héritage existe depuis 2011. Avant de continuer, je dois remercier Mme Nadia, KNPI, pour l'initiative d'organiser pour la deuxième année consécutive ce salon. Moi, je préfère parler d'héritage comme un success story.
L'hôtel avait pris en 2011. Avant, c'était le Moroni, avant le motel, il y avait deux hôtels. C'est un vieux bâtiment qu'on a rénové. À l'époque, quand j'ai pris l'hôtel, c'était en 2012. L'hôtel avait un taux d'occupation de moins de 50%. Sachant qu'avant, avec l'hôtel de Moroni, il y avait le casino. Donc, il fallait redéfinir la stratégie de héritage. Petit à petit, les propriétaires sont engagés à investir 10 millions $. Pour upgrader l'hôtel, avec de nouvelles structures. Il y a eu extension du restaurant, salle de sport, une académie de lire, une grande salle de conférence, ainsi de suite. Donc, moi je parle de succès parce qu'au début c'était difficile, je ne vous nie pas. Les premières années c'était très dur, surtout au niveau de l'énergie, que ce soit eau, que ce soit électricité. Mais je pense avec, je ne fais pas de publicité, mais je pense avec le nouveau gouvernement depuis 2016, il y a quand même une nette amélioration. Et pour l'instant, si vous voyez à Moroni aujourd'hui, le nombre de restaurants qu'il y en a, ça veut dire qu'il y en a l'électricité, il y en a l'eau. Héritage journal politique, c'est très simple. On ne revoit pas les compétiteurs. Pour moi, il n'y a jamais eu de compétition. J'ai eu la chance dans le passé de faire une formation à INSEAD sur le Blue Ocean Strategy. On ne calcule pas, on ne regarde pas ce que font les compétiteurs. On fait ce que nous on pense qui est bien, on fait ça. Si je vous dis aujourd'hui, après 12 années, 11 années que je suis là, les prix d'héritage sont les mêmes. Le buffet reste le même, les chambres sont presque les mêmes. C'est une stratégie, je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe à terme, mais voilà. Et aujourd'hui, on tourne d'occupation 65 à 70%. Je parle du succès. Mais une chose que je peux vous dire, le succès, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la nourriture. Héritage du succès, c'est une des raisons qui fait que je suis ici plus de 10 ans, ce sont le personnel. Quand les gens disent que le personnel comorien, ils ne sont pas formés, mais non. Vous avez l'hospitalité, ils ont le sourire, mais ils sont disponibles. J'ai travaillé dans plusieurs pays, à Maurice, Seychelles, Australie, Sénégal, au Qatar. Ce que vous avez ici, c'est formidable. Une des raisons pour moi pourquoi je suis resté, c'est le personnel. Il faut les encourager, il faut les former, il faut être avec eux, voilà. Donc, ça me réjouit parce que moi je trouve. Et notre clientèle principale aussi, ce que je disais à mes employés, ce sont les Comoriens. C'est dommage que Mézima n'est pas là. Moi je suis un de ses plus fidèles clients. C'est vrai d'un très beau site. Je ne peux pas rentrer dans son stratégie marketing, je ne peux pas le dire ici. Mais le succès de l'héritage, plus basiquement, ce sont les employés. Si vous allez au héritage, ils vous connaissent. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Je ne vais pas comparer bâtiment, comparer nourriture, comparer tout. Les gens se plaignent, la nourriture, la qualité du buffet. Moi, il y a le seul hôtel qui peut servir buffet tout le monde Ramadan, tout le monde l'année, le midi et le soir. On fait des perles, mais on a une clientèle, même si c'est 1, si c'est 2, si c'est 10, si c'est 20, si c'est 100, si c'est 2000, on est là pour servir. Je ne sais pas comment on le fait, mais je vous dis, c'est stratégie interne. Donc, ce success story, si vous continuez, c'est tout interne. On a l'appui de la chaîne héritage à l'extérieur. On est bien entouré, on fait des formations, on est extérieur. Maintenant, si on parle vraiment ce qui nous bloque, moi je vous dis sincèrement, c'est principalement la provision. Des fois, on n'a pas de poulet, même les babaouas, on ne trouve pas. Même les trucs, c'est très difficile d'opérer surtout à partir du mois de juin, juillet, août, septembre avec les juliens, c'est très compliqué. Cependant, si vous parlez de success, j'ai le plaisir de vous dire qu'on est en train de négocier avec le ministre du Tourisme pour que l'héritage passe de 55 à 110 chambres et dans les années à venir, d'arriver jusqu'à 300 chambres. C'est l'engagement qu'on a pris. On est en train de signer un mémo. Sachez qu'il y a le stade. C'est vrai que l'hôtel est bien situé. On a l'avantage d'être à Moroni, bien situé, mais les propriétaires sont engagés, je dis bien, monsieur le modérateur, avec des fonds propres. On réinvestit, ils investissent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va bientôt contacter Afrimex pour pouvoir développer. Donc, je ne sais pas si je peux répondre un peu à ce que nous attendons, mais moi, récemment, je vous parle de l'héritage d'un success story. Je parle vraiment, d'ailleurs, quand les gens posent des questions, je dis qu'on a l'MPI pour vous accompagner, qu'on a eu la douane, on a les impôts, la caisse sociale. Quand vous êtes à jour avec tout le monde, très bien.
que directeur général de Comorcable. Donc, je voudrais tout d'abord faire la distinction entre Comorcable, Comor Télécom et surtout l'autre opérateur. Tout d'abord, si vous permettez, avant d'entrer dans le cadre général du numérique, ce qu'on appelait avant les technologies de l'information et de la communication, comme vous le dites, qui permet aujourd'hui à pas mal d'entreprises, même le plus petit commerçant, qui aujourd'hui utilisent la connexion pour vendre ou bien pour commander. Je voudrais juste vous présenter la société dont j'ai le privilège de diriger aujourd'hui. En fait, Comorcable, c'est une société comorienne, une société d'État, qui a été créée en 2013 et qui a commencé à personnaliser ses services à partir de 2017. Comorcable n'est pas un opérateur de service, c'est plutôt un opérateur d'infrastructure. Donc, si aujourd'hui on vient parler de la qualité de service ou bien de la connexion, normalement ça ne doit pas me concerner, mais étant donné que je suis un produit, ou bien quelqu'un qui a fait le tour de toutes les sociétés d'État, notamment Comor Télécom, ANRTIC et autres, donc je pourrais peut-être répondre, mais aujourd'hui Comorcable, sa mission, tout d'abord, c'est d'offrir de la capacité aux différents opérateurs qui sont au Comores, notamment Comor Télécom et Telco, connu sous le nom, le pseudonyme de Telma. Actuellement, ce sont ces deux opérateurs, bien sûr, qui sont les principaux clients de Comorcable. Toutefois, je voudrais vous rappeler que Comorcable dispose aujourd'hui de 3 câbles. Mais Comorcable, au début, c'est une extraction, c'est-à-dire avant l'ouverture du marché des télécommunications, sur recommandation de la Banque mondiale, le gouvernement comorien a sollicité ou bien a décidé de séparer les activités de Comor Télécom et de créer une nouvelle société Comorcable qui s'occupe justement de la vente de capacités. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on allait ouvrir le marché des télécommunications, il fallait avoir une société neutre qui pouvait vendre de la capacité à tout opérateur qui vient opérer au Comores. Donc la société a été créée, mais c'est une société d'État, comme je le dis. Donc au début, c'est une société qui a hérité d'un seul câble qu'on appelle le câble ICI. Le câble ICI, c'est un câble qui parcourt la côte est de l'Afrique, de l'Afrique du Sud jusqu'au Soudan. Et comme on est dans cette région, on a pu se greffer sur ce câble, et ce qui a permis aux Comores de se connecter au reste du monde, avec une capacité, je crois, de 29 gigas. À l'époque, bien sûr, comme vous le savez, ce câble qui était le seul câble qui reliait notre pays, il n'y avait pas beaucoup de clients, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme pour se connecter sur ce câble, puisqu'au fait, il n'y avait pas de secours, il n'y avait pas d'autres sorties. Mais avec la création de Comorcable et avec le projet, à travers le projet RCIP4, que j'ai eu aussi en même temps le privilège d'être coordonnateur de ce projet, la Banque mondiale le gouvernement comorien, en collaboration avec la Banque mondiale, a lancé ou bien a installé un deuxième câble qu'on appelle le câble Flanion 3. Ce câble Flanion 3 relie les Comores, Moroni à Mayotte. C'est un câble dont les propriétaires ne sont que Comorcable, Orange et SFR, les deux sociétés. C'est deux sociétés françaises, mais qui opèrent à Mayotte. Mais en fait, c'est Comorcable qui a les 55% de cet investissement. Un investissement, comme je vous ai dit,
qui a été, c'est un investissement de l'État bien sûr, mais à travers le projet RCP4, un projet de la Banque mondiale. À partir de là, bien sûr, on a pu, à travers ce câble Flalion 3, disposer d'un backup. C'est-à-dire aujourd'hui, on est capable, au cas où le câble ici arrivait à se couper ou à avoir un problème, mais on peut quand même transiter notre trafic à travers Flalion 3. Notre objectif, en fait, du gouvernement congolais, c'est toujours aussi d'avoir encore un autre câble, un troisième câble, aujourd'hui, qu'on appelle To Africa. To Africa, c'est le plus grand câble du monde. Mais c'est un câble qui doit desservir les 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et c'est un câble que je peux appeler un câble pour les grands, puisque c'est un câble qui appartient à Facebook, à MTN, aux grandes sociétés. Mais nous avons eu la chance, ou bien le privilège de pouvoir s'accrocher à l'opérateur saoudien qui s'appelle STC, qui va mettre à notre disposition 500 gigas. Mais ces 500 gigas, bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais c'est plutôt un câble, un investissement qui demande 30 millions de dollars. Mais comme câble, actuellement, en collaboration avec l'assistance du gouvernement comorien, est en train de chercher, bien sûr, le financement, mais le câble est déjà là, il a déjà atterri à Alexandra. Son eau deviendra opérationnel l'année prochaine, en 2024. Donc c'est pour vous dire qu'à notre niveau, au niveau de Comore Câble, on a la capacité de pouvoir satisfaire la demande des Comores. Maintenant, il reste, comme je vous ai dit, il reste aux opérateurs qui sont Comore Télécom et Telma, qui doivent l'offrir aux abonnés flux, donc d'offrir la qualité de service, mais en tout cas pour nous, à tout moment, même que ce soit les opérateurs ou bien ce qu'on appelle les fournisseurs d'accès Internet, si elle le demande, Comore Câble est aujourd'hui en mesure de pouvoir satisfaire la clientèle. D'ailleurs, parmi nos projets aujourd'hui, pour diversifier nos activités et nos produits, nous pensons disposer d'un data center qui va pouvoir héberger aussi bien les données de l'État que les données des sociétés privées, parce que comme vous le savez, sans ces data centers, la plupart des gens hébergent leurs données dans des clouds, mais qui ne sont pas sécurisés aussi, mais qu'on est là. Donc, si vous permettez, avant de finir, c'est juste pour vous dire que Comore Câble, en tout cas, est là. Je crois qu'il ne faut pas confondre Comore Câble et Comore Télécom. On est une fournisseur d'infrastructures et on est là pour l'accompagner, aussi bien les opérateurs principaux, Comore Télécom, mais aussi tous ceux qui veulent